Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez, c'est le rendez-vous tête à tête avec Jean-Emmanuel. Et aujourd'hui, nous allons recevoir le professeur Charles Meurs Larose pour discuter de politique américaine, c'est sa spécialité. Et on va regarder, mettre en perspective une administration Trump versus une administration Harris. OK? Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça peut changer dans la dynamique internationale? Charles Meurs Larose, bonjour. Bonjour Jean-Emmanuel, ça me fait plaisir d'être avec toi. Et donc on va parler politique, en particulier politique étrangère. Oui, Je sais que ce n'est pas souvent le cas qu'on met de l'avant les questions de politique internationale, mais il est un fait que la politique internationale a des incidences sérieuses sur non seulement le déroulement du monde, mais aussi notre existence même. Donc c'est intéressant d'en parler. au-delà d'incidence, est déterminante dans certains cas Déterminante, par rapport oui. à certaines situations. D'abord, Charles Meurs, on va essayer de voir l'issue des élections américaines. Advenant une victoire de Donald Trump, qu'est-ce qu'on peut attendre de la diplomatie, de la politique étrangère des États-Unis? Et si c'est Kamala Harris, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une administration pareille? On a vu le ton a été donné d'un côté par Donald Trump qui est à sa deuxième tentative, c'est-à-dire c'est la deuxième fois qu'il va essayer de devenir président, c'est-à-dire un deuxième mandat, il va briguer un deuxième mandat. Dans le cas de Kamala Harris, ça va être la même chose, la seule différence c'est qu'elle était vice-présidente et aujourd'hui elle va être la chef d'État. Quelle serait la différence entre les deux administrations advenant une victoire de Trump ou une victoire de Harris? Bon, c'est-à-dire que la question, il y a un paradoxe aux États-Unis en ce moment. Mm. C'est que vous avez un ancien président qui est candidat à la présidence, qui a quand même une feuille de route en matière de gestion de l'État et gestion de la politique étrangère américaine, qui a quand même laissé son empreinte, c'est-à-dire sa signature sur beaucoup de dossiers internationaux. Donc, vu de cette manière-là, on pourrait dire, par exemple, qu'il y a euh, une réélection de Donald Trump pourrait être perçue comme étant la continuité de sa politique extérieure pendant qu'il était président. C'est-à-dire ce qu'il avait comme chantier, grand dessin de politique étrangère, il va dans le sens de la continuité de cette politique-là. En même temps, je crois qu'aussi que sa présidence, s'il est élu, pourrait aussi s'inscrire dans une dynamique de changement. Changement dans le sens que, par rapport au gouvernement Biden, prendre le contre-pied de certaines politiques, soit au Moyen-Orient, soit en Amérique latine, soit par rapport à la migration internationale, soit par rapport, par exemple, à la présence américaine dans certains théâtres de conflit en Ukraine, etc. Donc, il y a changement et continuité chez Donald Trump. J'observe aussi qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup plus de continuité que de changements chez Kamala Harris, dans le sens qu'elle n'a pas de feuille de route en matière de politique extérieure. Elle a été tout simplement un serviteur public. Elle n'a pas nécessairement une perception, je dirais, une lecture propre de la politique internationale. Elle peut en avoir, mais je ne l'ai pas entendu donner son empreinte et sa compréhension de la politique internationale. Et Donc, la toute première entrevue qu'elle a accordée n'est pas pour rassurer non plus. C'est-à-dire, cette entrevue que j'ai suivie est plus un ensemble de réactions, toujours dans la perspective d'aller à l'encontre de Donald Trump, plus que de développer une stratégie diplomatique.
Donc, dans ce sens-là, je la vois beaucoup plus comme un Obama 2, plutôt comme un Biden, que dans la continuité nette de Biden en matière de politique extérieure. Mais tout cela reste à définir. Bon, Obama non plus n'avait aucune vision de la politique internationale avant, durant sa présidence. C'était un individu essentiellement tourné autour des questions locales, autour des questions locales et nationales. La politique étrangère en général, pour un chef d'État, cela s'apprend sur le tas, à travers, dans le métier même. En général, c'est de s'entourer de gens qui comprennent bien cette problématique-là. Donc, il y a cette question-là de la manière dont elle se présente, c'est elle se présente comme une sorte de facteur de changement dans la politique américaine, pas parce qu'elle est femme, pas parce qu'elle est noire, mais plutôt parce qu'elle veut une rupture avec ce qu'on pourrait appeler euh, la dominante trumpienne dans la politique étrangère américaine. Mhm. Et sur ce plan-là, elle se présente comme étant non seulement dominante au niveau de la politique extérieure, mais aussi au niveau de la politique nationale sur plusieurs dossiers. Mhm. Mais Maintenant, tu as mis le doigt sur quelque chose en passant très rapidement. On va revenir, on va te laisser développer. Tu as mis le doigt sur le fait que euh, les Américains ont la réputation de ne pas être préparés pour avoir une femme comme présidente. Et Kamala Harris, en ce sens, a un double fardeau. C'est pour ces gens-là celui d'être à la fois une femme et celui d'être à la fois, et deuxièmement, d'être à la fois une femme noire. ben, c'est un pur mythe, cette affaire euh, que les Américains ne sont pas préparés à avoir une femme ou que les Américains ne sont pas préparés à avoir un noir ou etc. C'est un pur mythe, c'est-à-dire la personne arrive au pouvoir et elle va diriger. Et c'est ça qui se passe en général. Cela ne veut pas dire que les femmes n'ont pas dominé la politique aux États-Unis, en particulier la politique étrangère américaine. Vous avez eu Madeleine Albright, Absolument. Jane Kirkpatrick, sous le gouvernement de Ronald Reagan. C'est elle qui a géré, en quelque sorte, la chute de l'Union soviétique. Mm. Oublier C'est elle qui a On ne peut pas oublier Condoleezza Rice. Condoleezza Rice Mm. et même Hillary Clinton, qui était aussi Absolument. la grande figure de la diplomatie sous Barack Obama. Donc, il y a toujours eu des femmes qui ont eu une emprise importante sur la politique, non seulement la politique nationale, par exemple, la Réserve fédérale américaine a eu beaucoup de présidentes femmes, etc. Donc, il y a toujours eu une présence féminine au niveau du pouvoir. La question était de savoir pourquoi une femme n'a jamais été élue présidente. Bon, la question C'est là où était la simple. notion du plafond de verre est C'est arrivée. ça. Mais il n'y a pas, c'est pas une question qui est réglée comme ça. Il y a ce qu'on appelle en politique un momentum. On pourrait dire, par exemple, que Madame Harris jouit actuellement d'un momentum, en particulier dû au fait que sa relative jeunesse par rapport à celle de Donald Trump, sa, sa bonhomie en termes de comment elle interagit avec l'électorat, etc. Et on n'a pas non plus eu le temps de la scruter énormément parce qu'elle n'est pas passée par les primaires. Donc, cela peut paraître comme étant un avantage, mais aussi un inconvénient. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore fait face à une crise politique, une crise de son leadership, une crise, un scandale, par exemple, et comment elle va réagir par rapport à ça. Donc, on ne sait pas. Donc, ça peut pas être un avantage, mais ça peut être aussi tout un inconvénient dans ce qui concerne les jours à venir. Parce que d'ici aujourd'hui jusqu'au 5 novembre, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir des revirements. Il peut y avoir des dénonciations, des découvertes, des choses qui pourraient remettre en question
cette virginité politique-là dont elle jouit Deux en ce moment. mois peut représenter 20 ans dans une dynamique politique aussi sensible, aussi inflammable que ce qu'on vit aux États-Unis, mais aussi ce qu'on vit à travers le monde en ce moment. Et justement, tu as évoqué, Chalmers, la situation en Europe. On a deux camps. Un premier qui est convaincu qu'avec la politique isolationniste qu'on a sentie chez Donald Trump, isolationnisme par rapport à l'Europe en particulier, pour ne pas dire le reste du monde, du moins au point de vue du discours, on a senti ça et on pense que une administration Trump voudrait le plus rapidement possible sortir de la dynamique de guerre en Europe, en Ukraine, euh, parce que beaucoup d'Américains considèrent que les Européens prennent les États-Unis pour une vache à lait, hein, c'est-à-dire qu'ils investissent beaucoup dans cette guerre. On a toujours eu l'impression que Biden prenait cette guerre de manière très personnelle. C'est plus une guerre Biden-Poutine qu'une guerre Russie-Ukraine. Et tu en penses quoi par rapport à la situation en Ukraine? Bah, par rapport à la situation en Ukraine, je crois que les États-Unis se sont embourbés dans cette situation et la porte de sortie, elle est très mince en ce moment pour les États-Unis. À moins qu'il y ait une sorte de coup de gueule, comme le fait Donald Trump, Mhm. c'est-à-dire un ras-le-bol, et on décide tout simplement de dire, bon voilà, on fait un U-turn, comme on l'a fait en Afghanistan, Mhm. en quelque sorte, récemment. Mais le degré d'implication des États-Unis dans cette crise n'indique pas nécessairement une sortie aussi rapide Mhm. et aussi facile dans ce sens-là. La politique étrangère américaine en Europe, elle est trop dépendante de la question ukrainienne. Mhm. Et beaucoup de spécialistes le pensent. La politique étrangère américaine devrait consister, pour certains, à rallier l'Europe de telle manière à, à faire la paix en Europe, Mhm. de telle manière à réunir euh, les forces pour essayer de faire face à la Chine en, en Asie de l'Est et en Asie du Sud. Donc, autrement dit, l'Ukraine est perçue par certains comme une distraction dans ce sens-là. Pour les Européens, ce n'est pas nécessairement le cas. L'Ukraine est une crise manifeste. C'est une situation de guerre qui pourrait avoir comme possibilité de s'étendre. Et l'extension de cette guerre pourrait remettre en question ce qu'on appelle la longue paix européenne. La longue paix européenne, c'est-à-dire la paix de 1945. Puisque de 1945, à part disons, la parenthèse En ex-Yougoslavie. yougoslave, donc il y a eu une certaine paix relative en Europe. Mhm. Aujourd'hui, l'Europe est le théâtre d'une crise majeure. On pourrait même, sans l'ombre d'un doute, dire que c'est la crise la plus importante en ce moment sur la scène internationale. Pourquoi? Mais parce qu'elle implique à peu près quatre membres du Conseil de sécurité. C'est-à-dire, vous avez la Grande-Bretagne, membre de l'OTAN, qui soutient activement la guerre. Vous avez la France qui est, disons, le poids, je dirais, le poids vocal de cette guerre qui est un jusqu'au boutiste, puissant jusqu'au boutiste. Mhm. Vous avez les États-Unis d'Amérique qui est le poids financier et le bras armé de cette guerre. Et vous avez la Russie en face, qui est aussi un membre du Conseil de sécurité. Et la Et là, Chine qui joue le tu rôle. te réserves en parlant d'implication des quatre membres du Conseil de sécurité. C'est tout le Conseil de sécurité qui est impliqué Bon, parce que voilà. tu gardes à distance la Chine. La Chine fait semblant d'être au-dessus de la mêlée, mais on sait très bien qu'il y a une alliance non déclarée entre la Chine et la Russie.
Certains disent ont déclaré, et certains disent que c'est une alliance tout à fait déclarée, étant donné que les deux pays ont signé un accord entre eux, qui est ce qu'on appelle une fraternité sans limite. Exact. Donc, vous avez une situation qui a un potentiel de perturbation et de déstabilisation du système international qui est extrêmement dangereux. Donc, du point de vue de certains, il faut d'abord régler ce problème-là avant de penser à tout autre problème qui serait de nature à envenimer la situation internationale. C'est dans ce sens-là que la politique étrangère américaine, la, les élections qui se déroulent en ce moment et le résultat, ce qui sortira de cette élection, pourrait avoir un impact plus ou moins significatif Mhm. sur l'issue en ce qui a trait au portrait et à la clarté de la position américaine sur cette question-là. Pour l'instant, les Américains font un effort budgétaire énorme pour essayer de limiter les prétentions russes dans le Donbass, mais ces efforts n'ont pas nécessairement apporté des solutions, ni n'ont pas contribué au ralentissement disons, de ce qu'on appelle la vague rouge dans dans cette partie de l'Ukraine. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Certains pensent qu'il faut tout simplement arriver à un accord de paix. La question est de savoir quelle paix, d'où, disons, l'aventure de l'Ukraine dans le Kursk, la région russe, Mhm. pour essayer un peu de niveler, de préparer le terrain pour un futur, de futures négociations de paix. Quel que soit le candidat à la présidence qui gagnera, la question de 2025 sera celle de la paix en Ukraine. Mhm. C'est ça qui sera l'enjeu principal. Mais je doute que 2025 nous donne une idée claire sur la nature de cette paix. Mais dans les deux cas, on revient donc à cette comparaison que nous faisons en termes d'approche. Si c'est Kamala Harris, est-ce que d'après toi, Kamala va poursuivre la politique de Biden, c'est-à-dire y aller jusqu'au bout, jusqu'à affaiblir, c'est ce qu'il disait, jusqu'à affaiblir Vladimir Poutine, qui représente pour lui un danger au-delà de l'Europe, mais pour le reste du monde. Bon, je crois qu'il y a une aile dans le parti républicain et dans le parti démocrate, ce qu'on appelle en général les faucons aux États-Unis, les libéraux qui pensent, qui en général, qui sont davantage interventionnistes en matière de politique étrangère et qui pensent aussi que l'usage de la force est nécessaire quand ce qu'on appelle les règles institutionnelles établies depuis à la sortie de la 1945 sont menacées. Mm. Donc, de cette manière-là, cette aile-là est favorable. C'est l'aile d'Obama, c'est l'aile de Kamala Harris, c'est l'aile de Biden, c'est l'aile aussi d'une majorité du Congrès aux États-Unis. Ils sont favorables à ce qu'on pourrait appeler une paix chaude. Cette paix chaude, c'est-à-dire une paix avec le maximum de projection possible de la force qui pourrait contraindre l'ennemi à revenir sur la table des négociations. Mhm. Maintenant, Euh, et là, en ce sens, peut-être qu'on va vers une perpétuation de cette guerre parce que je ne vois pas comment on peut contraindre Vladimir Poutine à céder par rapport à l'Est de l'Ukraine qu'il est en train de revendiquer, certaines provinces qui sont considérées comme des provinces russes. Je parle de la zone du Donbass, de Louhansk, de Donetsk, etc. Maintenant, regardons, professeur Larose, un élément qui est en train de se développer. Avant d'en arriver à la politique au Proche et au Moyen-Orient,
il y a un développement récent, hein, une note récente dans la situation entre le Venezuela et les États-Unis, avec cet avion qui a été saisi, un avion de Nicolas Maduro, qui a été saisi en République dominicaine. Et on estime que cet avion-là avait été acheté dans des conditions pas très claires, etc., etc. Parce qu'il faut rappeler que c'est quand même aux États-Unis que l'administration vénézuélienne a réussi à se procurer cet avion, aussi paradoxalement que cela puisse paraître. Est-ce que c'est un ton qui est donné que l'attitude va changer par rapport à l'administration de Nicolas Maduro dans un cas ou dans l'autre? Moi, je pense que c'est ce qu'on pourrait appeler un acte de désespoir de la part des États-Unis. C'est une sorte de barreau d'honneur. Absolument. Ils ont mis tout le paquet pour essayer de faire gagner l'opposition au Venezuela. Mais c'était sans compter sur euh, les vices du pouvoir. Euh, Mhm. C'est-à-dire, c'est un pouvoir qui est là depuis au moins depuis 1999 quand même. Absolument. C'est un pouvoir qui a tous les rênes, qui contrôle toutes les Il y a un institutions. demi-siècle de gestion de crise. Exactement. Mhm. Donc, si c'est une question d'organiser des élections, ben, on les organise et puis on les gagne. C'est aussi simple que ça. Donc, et puis après, et quand on a fini de dire qu'on a gagné, qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous faites la guerre. Vous donnez des sanctions. On est déjà sous sanctions. Donc, donc le pouvoir a été reconduit par la manière qu'on connaît, par la manière forte, les vices électoraux, la répression, etc. Donc, pour essayer euh, je dirais pour sauver la face, ben, disons, c'est 13 millions de dollars cet avion-là. Donc, pour le pouvoir, c'est une miette, un pouvoir qui est versé dans le trafic, qui contrôle à peu près toutes les sources et ressources économiques du pays. Ça n'a aucun impact sur Ouais. ce qu'on pourrait appeler la stabilité au Venezuela et, disons, la nature de ce qui est le plus important au Venezuela et ce qui est, du point de vue des Américains, ça aurait dû être le plus inquiétant, c'est l'approfondissement de la coopération militaro-stratégique entre le Venezuela et la Russie et entre le Venezuela et l'Iran. C'est ça qui est fondamentalement le plus important, ce qu'ils auraient dû, ce qu'ils ne peuvent pas nécessairement contrecarrer en ce moment. Et toute la question des élections au Venezuela aussi avait à voir avec ce qu'on appelle toute la découverte du pétrole dans l'Essequibo guyanais. Mhm. Donc, l'Essequibo guyanais, c'est les compagnies américaines qui ont investi énormément d'argent, ExxonMobil, etc., parce que c'est un territoire qui est nécessairement beaucoup plus grand que Haïti et la République dominicaine combinés. C'est un territoire de près de 96 000 kilomètres carrés, inhabitable, mais rempli de pétrole, Mhm. etc. Et le gouvernement guyanais avait commencé parce qu'il occupe en quelque sorte les Essequibo, mais revendiqué par le Venezuela, parce que l'affaire est devant la Cour internationale de justice. Et, et récemment, il y a eu ce qu'on peut appeler une sorte de grande montée de tension entre les deux pays à ce niveau, au point où l'armée américaine avait commencé à envoyer des renforts, etc., pour supporter l'armée guyanaise, etc. Ce dossier-là, c'est un dossier qui est de nature à refaire surface en 2025 et nécessairement qui constitue aussi, je dirais, qui a constitué en filigrane l'enjeu des élections au Venezuela, c'est-à-dire ce qu'on appelle les non-dits dans une élection, Mhm. puisque le gouvernement américain avait déjà conclu des accords avec l'opposition vénézuélienne pour essayer de ramener cette question-là sur le terrain du droit De- plutôt que sur le terrain économique.
De toute façon, les Américains ont tout fait, c'est-à-dire avec un président parallèle, avec un président parallèle vénézuélien qui faisait le tour du monde, qui avait le support, etc., dont on n'a plus entendu parler. Mais c'est une autre histoire parce qu'en même temps, euh, on n'est peut-être pas en présence d'un gouvernement aussi populaire que Hugo Chavez. Ce sont deux personnages différents, etc. Mais je crois en même temps que par rapport au vide qu'il y a au niveau en termes d'alternatives, c'est un gouvernement qui jouit aussi d'une certaine popularité au Venezuela. Est-ce que beaucoup de Vénézuéliens ont quitté? Ce sont des millions de Vénézuéliens. Est-ce que la crise économique est encore très, très, très lourde à porter pour le peuple vénézuélien? C'est une réalité. C'est la réalité aussi de toute situation d'embargo. Mais en même temps, il y a des aspects, on abordera la question vénézuélienne lors d'une prochaine entrevue, mais vraiment en détail, parce qu'il y a des aspects, et ça, de tout temps, on ne sera pas d'accord là-dessus, toi et moi. Non, mais Alors, le schéma le schéma le plus proche euh, qu'on peut avoir, c'est ce qui s'est passé à Cuba. Ce qui s'est passé à Cuba, ben, on connaît un peu toute l'histoire, toute l'élite économique a traversé les 100 kilomètres qui séparent la Havane de Miami, ils sont allés là-bas, ils ont quitté Cuba, etc. On est en train de voir la même chose au Venezuela. ce qui est en Ça veut train dire que il y a énormément, toute l'élite économique vénézuélienne est à de... Miami en ce moment. Hmm. OK? Donc, vous avez une immigration économique, disons, ce qu'on appelle de classe moyenne avancée qui va vers Miami. Vous avez une immigration de plus ou moins de classe moyenne qui va vers, par exemple, des pays comme l'Argentine, le Chili, etc. Et vous avez la classe plus ou moins paysanne, etc., qui va vers la Colombie, qui traverse la frontière. Donc, La euh, Colombie, Brésil, enfin les pays frontaliers. ouais, ouais, les pays limitrophes. Fondamentalement, Chalmers, pour revenir à ce qui nous intéresse, quelle sera la politique américaine envers Nicolas Maduro advenant une victoire de Donald Trump ou de Kamala Harris? Bon, la seule chose qu'ils n'ont pas encore fait, c'est vraiment une tentative. Bon, ils l'ont fait, ils ont échoué. Mhm. C'est-à-dire, ils ont cherché à soulever l'armée. C'était sous Hugo Chavez. Mhm. Il y a eu deux ou trois tentatives de coup d'État, c'est-à-dire les affrontements armés à Caracas. Les gens ont tendance à oublier ça. Il y a eu des affrontements armés au sein de l'appareil militaire pour essayer. Il y a même eu le fameux Ouais, putsch, le fameux oui, coup d'État contre Hugo Chavez. c'est ça. Il avait été Donc, évincé du pouvoir. à un certain moment donné, c'est ça. Absolument. Mais on avait utilisé le même stratagème aussi face à celui qui était président de l'Équateur à un certain moment, une révolte policière. Il a été arrêté, etc. Evo. Donc, exact. Exact. Mhm. Donc, est-ce qu'ils ont... parce que l'armée vénézuélienne a été vraiment épurée. Il y a eu une épuration totale. Et c'est ça le problème aussi auquel est confronté un pays comme les États-Unis en ce moment, c'est leur capacité à savoir exactement qu'est-ce qui se passe au Venezuela. En particulier, qu'est-ce qui se De passe toute façon, au sein des institutions. Ils n'avaient pas prévu le coup de la Cour suprême américaine, à la Cour suprême vénézuélienne. mhm. Ils n'ont jamais pensé à ça. Et De c'est toute façon, constitutionnel. absolument. De toute façon, l'armée a clairement démontré sa position lors de la dernière crise avec les manifestations, etc., où l'armée s'est maintenue derrière Nicolas Maduro. Regardons C'est la, ça. Hmm. Regardons la situation maintenant au Proche-Orient. Tu vois quoi Allons-y. dans ta boule de cristal? Ben, ce que je vois au Proche-Orient, c'est, à moins d'un revirement de la situation, Hmm. c'est la consolidation du pouvoir de Netanyahou. Netanyahou mise beaucoup sur une victoire de Donald Trump. Advenant une victoire de Donald Trump, Netanyahu se sentirait renforcé. Et dans ses positions, parce que
Donald Trump est beaucoup plus pro-Netanyahou que Joe Biden, par exemple. Ah, c'est clair, c'est clair. Donc, c'est clair. Cela ne veut pas dire que Joe Biden est anti-Netanyahou. Ça n'a rien à voir. C'est comme Barack Obama, c'est un peu le ton que Kamala Harris a donné aussi, C'est c'est-à-dire qu'il y a une juste mesure à c'est garder. ça. Ce n'est pas remettre en question l'alliance traditionnelle entre Israël et les États-Unis, mais c'est dire qu'en même temps, les Américains, s'ils veulent minimalement continuer de revendiquer une certaine hégémonie au nom d'une démocratie, ils ne peuvent pas accepter ce qui est en train de se passer non plus dans les territoires occupés. C'est ça. Donc, je crois que les démocrates qui soutiennent Kamala Harris, Mhm. en particulier les libéraux américains, pensent encore on peut résoudre ce problème par la diplomatie. C'est-à-dire par l'implication, par exemple, du roi de Jordanie, par l'implication de l'Égypte, par Les exemple, acteurs traditionnels. une sorte de convergence de vues entre l'Arabie saoudite et Israël, etc. Sauver le régime israélien par la diplomatie, essayer de donner un espace aux Palestiniens. Mhm. Ça, c'est un peu la stratégie. Donald Trump pense, de la même manière qu'avec Netanyahou, que ce problème-là, il faut le résoudre par la force. C'est-à-dire que c'est seulement, disons, le langage, la dialectique de la force qui pourrait contraindre les Palestiniens à accepter un règlement de la crise. Et un règlement Donc, qui serait une domination ah, ben complète. absolument, C'est ça défavorable. qui est proposé. C'est-à-dire le maintien, par exemple, Les colonies. des colonies, garantie de sécurité pour Israël, et tout simplement revenir à une sorte d'occupation, mais tout en donnant l'apparence d'une certaine Palestine qui pourrait se contenir dans un espace fermé qui serait la Cisjordanie. On va voir là aussi l'évolution de la crise au Proche et au Moyen-Orient pour essayer de comprendre dans les détails le devenir dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais d'abord, on va s'arrêter à Haïti, dernier arrêt Ah, dans cette perspective d'une nouvelle administration américaine, une administration Trump et une administration Harris. Trump avait donné le ton et les Haïtiens gardent ça en travers de la gorge quand il a traité le pays de shithole, de trou de cul. Et Harris semble aller dans le sens de Joe Biden, puisque c'était quand même sa vice-présidente, mais on ne sent pas, je le redis une fois de plus, on ne sent pas le ton clairement donné par rapport à une situation qui est en train de s'envenimer, la situation en Haïti. Tu me diras, je sais que Haïti est le dernier des soucis par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui à travers le monde, mais quelle serait l'attitude de l'administration américaine dépendant de Donald Trump ou de Kamala Harris? bon, toujours dans le même schéma méthodologique qu'on a utilisé, c'est la continuité. Parce que la crise politique en Haïti, euh, le problème majeur, c'est qu'il n'a pas d'incidence géopolitique. Mm. Ok. Donc, quand une crise n'a pas d'incidence géopolitique, donc c'est une crise qui n'a pas nécessairement qui ne reçoit pas la même attention que les autres. Mais il y a une chose, Chalmers, qui est fondamentale, c'est-à-dire au-delà de ce que tu peux appeler incidence géopolitique, à un certain moment, dans toutes les discussions qu'il y avait, on parlait justement d'incidence géopolitique de la crise haïtienne dans la région. On disait que la situation en Haïti tendait à déstabiliser la région. Et je crois que tout ce qui a été évoqué, toute l'urgence de la chose était en lien
à ce risque-là, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas nous-mêmes. Il y a aussi beaucoup d'incertitudes, Mhm. c'est un dossier extrêmement compliqué, le dossier haïtien, dans le sens que le problème, c'est qu'il y a un seul acteur international majeur qui est maître de ce dossier-là, c'est les États-Unis d'Amérique, Ouais, ouais. qui divulgue les informations, qui a une ambassade en Haïti qui contrôle tout et qui fait le lien avec toutes les autres ambassades et toutes les autres chancelleries à travers le monde Et pour de le ton. essayer de donner le ton à la question haïtienne. On ne sait pas vraiment si les États-Unis ne maîtrisent pas la situation en Haïti. Est-ce qu'il y a des indices qui nous permettent de croire que les États-Unis ne maîtrisent pas la situation en Haïti? Jusqu'à présent, les États-Unis contrôlent le pouvoir politique. Donc, à partir du moment qu'on contrôle le pouvoir politique, on contrôle à peu près Le reste. tout ce qu'on pourrait appeler toutes les avenues, toutes les entrailles de cette société-là. Ils font et défont, ils mettent des gouvernements, ils mettent des chefs de police, ils distribuent des sanctions aux politiciens qui ne sont pas trop gentils envers eux, ou encore qui ne respectent pas les règles du jeu, qui se détournent un petit peu de la vision qu'ils ont sur le terrain. Donc, il n'y a rien qui nous laisse croire qu'ils ont perdu le contrôle de la situation en Haïti. Donc, s'ils n'ont pas perdu le contrôle de la situation en Haïti, qu'est-ce qui se passe? Hmm. Mais tu Donc, c'est parles, ça. mais tu parles de politiciens. On va revenir dans la perspective des éventuels d'une administration ou d'une autre. Euh, il y a eu cette sanction. Ils ne sont pas seulement en train de sanctionner des alliés. Qu'est-ce qu'ils ont voulu démontrer en sanctionnant quelqu'un comme Michel Martelly? Parce qu'il y a eu beaucoup d'hésitations par rapport à Michel Martelly et pendant longtemps, alors qu'on était en train de distribuer des carnets de remise à ses parents, à tout le monde, y compris à une classe économique qui est foncièrement greffée sur les États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé et est-ce qu'on est en train d'assister à un changement de cap par rapport à la situation en Haïti aussi? Non, il n'y a aucun changement de cap. C'est le même playbook en ce qui concerne Haïti, c'est-à-dire les sanctions sont nécessairement des sanctions qui sont euh, opportunistes, dans le sens que pour essayer d'envoyer un message, soit à l'international ou au développement d'une situation inquiétante par rapport à un individu ou un camp qui essaie de devenir trop déstabilisateur, eh Mhm. ben, on peut sortir la carte des sanctions pour essayer de calmer le jeu. Très bien. Calmer certains secteurs de l'international pour obtenir ce qu'on appelle une résolution, ou Mhm. encore calmer certains secteurs sur le terrain en Haïti pour essayer, pour, ne, pour montrer un peu qu'on n'est pas plus royaliste que le roi. Donc, la question fondamentale ici, c'est de savoir que les États-Unis sont encore maîtres du jeu, contrôlent toutes les avenues du pouvoir en Haïti. Donc, si la question politique haïtienne n'est pas réglée, c'est une question à laquelle les États-Unis devraient répondre comme telle. Surtout si on regarde la question du point de vue de la politique internationale. Très bien. Si on regarde la question du point de vue de la politique, je dirais, intérieure haïtienne, Mhm. on peut faire appel aux élites haïtiennes, on peut faire appel à la question d'un ensemble de déterminants qui appartiennent à la politique récente en Haïti pour essayer de comprendre la situation. Mais si on fait de la politique internationale, on ne peut que responsabiliser l'hégémon qui contrôle à la fois l'espace, je dirais,
vital, qu'il considère comme étant vital, Mhm. c'est-à-dire son mare nostrum, qu'on pourrait appeler comme ça. Mhm. Euh, donc, il y a ce qu'on appelle un espace territorial dans lequel surgit une certaine délinquance politique, parce que c'est de ça qu'il s'agit quand on parle, quand on regarde de la place sur la scène internationale, et on regarde exactement les entités, on les met ensemble. Donc, il y a une entité qui s'appelle Haïti où surgit depuis quelque temps une certaine délinquance politique. Ce pays-là appartient à tel leader du Conseil de sécurité. Il appert que ce leader-là, c'est le leader du monde. Et c'est les États-Unis d'Amérique qui essayent de limiter les dégâts. Donc, par compte-gouttes, il envoie quelques soldats ici, disons, subalternes qu'ils vont chercher, je dirais, au Kenya ou au Jamaïque, etc., pour donner l'impression qu'on fait quelque chose. La question est de savoir le rythme avec lequel cette solution de crise s'installe est dévastateur pour les Haïtiens eux-mêmes. Dans le sens que les Haïtiens, si l'international, disons, a la possibilité, ce qu'on appelle, d'attendre, étant donné que le temps joue en sa faveur, les Haïtiens ne peuvent pas attendre, étant donné que le temps ne joue pas en sa faveur. Mhm. Donc, il y a ce qu'on appelle le timing politique, c'est-à-dire ce que les Haïtiens ont besoin, et le timing politique, ce que l'international, ce qu'on appelle en général les États-Unis d'Amérique. L'importance de cette crise pour elle n'a pas la même. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'incidents géopolitiques. Si cette crise haïtienne avait des incidents géopolitiques, elle représenterait une certaine urgence d'agir. Donc, depuis 2001 ou 2002, on tourne autour du Conseil de sécurité pour dire que on ne peut plus attendre en Haïti, il faut faire quelque chose. Oui, mais on dit et à juste titre, surtout quand on prend l'analyse que tu viens faire sur l'importance, le jeu, le contrôle des Américains sur la situation en Haïti. euh, il y a des suspicions d'implication d'une ambassade ou de certains personnages euh, dans l'effondrement des institutions. À quoi servirait cet effondrement? C'est-à-dire, on a un pays complètement effondré. Pourtant, on dit qu'il n'y a pas, qu'on ne sent pas l'urgence chez le voisin qui contrôle tout. À quoi ça peut servir qu'Haïti reste dans cette situation de déstabilisation? C'est l'un des rares pays où les États-Unis agissent sans rivalité. Dans la région, c'est l'un des rares pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Chine en Haïti, il n'y a pas de Russie en Haïti, il n'y a pas d'Iran en Haïti, il n'y a rien qui pourrait représenter une sorte de il faut contrôler ce rival-là. Autrement dit, on est tout simplement seul au monde quand on est en Haïti, quand on est aux États-Unis. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qui explique le pourrissement de cette situation-là? Pourquoi les États-Unis le font? Ou encore, pourquoi les États-Unis donnent l'impression qu'ils... Ça peut... Il y a plusieurs explications à ça. Il y a des... il y en a qui mobilisent ce qu'on appelle des explications de type historique, euh, toute la question d'un ressentiment vis-à-vis d'un pays nègre qui a pris l'indépendance et montrer aux Noirs américains que ce n'est pas nécessairement le bon exemple, hein, quand vous vouliez vous vouliez tous partir au 19e siècle, partir vers Haïti, voir exactement ce qui vous aurait arrivé, ce qui vous serait arrivé. Mm. Parce que les Noirs américains voulaient aller en Haïti, parce que Absolument. c'était le pays le plus... C'était la patrie, c'était devenu la Ouais, patrie. bah, c'était la Palestine Absolument. à un certain moment. C'est- Donc, c'était comme c'était le grand havre de paix, en quelque sorte. Ça ne me convainc pas comme explication. C'est-à-dire le recours à l'histoire
C'est-à-dire que la nature revancharde de l'histoire, c'est-à-dire la revanche qu'on veut imposer à un pays pour avoir fait quelque chose qui a représenté une sorte de... euh, qui a mis le droit sur le cancer du capitalisme. Mhm. Euh, Jusqu'où ça peut aller? Mais tout en ne me convainquant pas, je ne l'exclus pas tout à fait. Mais ça veut dire que ce n'est pas ça qui pourrait me paraître C'est dominant. pas la seule ou l'explication la plus Ouais. fondamentale. C'est pas la plus posée. L'autre explication aussi, c'est parce que je vois exactement ce qui est dans l'air, hein. Il y a cette question, cette dynamique raciale, hein, cette dynamique profondément, je dirais, comme l'antithèse du capitalisme, etc. L'autre, c'est la dynamique culturelle, c'est-à-dire, bon, il faut absolument réussir que la culture haïtienne serait nécessairement hostile euh, à toute modernisation et à toute modernité. On fait référence, par exemple, au vaudou, on fait référence à certaines coutumes, certaines traditions, etc. Là encore, euh, c'est du déterminisme. C'est un déterminisme culturel qui, si c'était le cas, pourquoi d'autres pays qui partagent la même expérience historique et la même culture auraient des trajectoires différentes? Donc, cela ne me convient pas tout à fait. Je vois tout simplement, et ça, c'est plutôt l'explication qui me paraît le plus plausible, c'est tout simplement l'inscription Mhm. de la situation haïtienne à l'intérieur du prisme démocratique. Mhm. C'est-à-dire, c'est un théâtre expérimental pour l'expérimentation démocratique. C'est-à-dire montrer que là où la démocratie ne pourrait jamais s'implanter, on a fini à l'implanter dans ce pays-là. C'est ça l'insistance américaine, c'est-à-dire que tout part et pour la démocratie en Haïti, oubliez le reste. Donc, et la démocratie se résume simplement à avoir des élections et à montrer qu'on peut avoir quelques institutions en place pour essayer de faire cela. Et pour faire cela, je crois que les États-Unis pensent vraiment qu'il faut faire tabula rasa. C'est-à-dire il faut complètement C'est éradiquer, complètement l'échiquier. il faut éradiquer complètement les bases, je dirais, subversives, c'est-à-dire celles qui résistent à cette démocratie-là. Okay? Et c'est pour cela que je pense que l'utilisation des gangs fait partie de ce schéma-là, c'est-à-dire le pourrissement de la situation en espérant que quelque chose de nouveau va émerger et la démocratie pourrait finalement s'installer. Donc, ils sont dans ce schéma-là. Mhm. On va revenir prochainement en détail. On a voulu mettre la table, mais on va régulièrement échanger avec le professeur Charles Meurs-Larose. Je sais que le devoir t'appelle ailleurs. Je m'excuse de ne pas pouvoir, disons, en dire davantage, mais je suis sûr qu'on aura l'occasion d'échanger plus à fond, plus en profondeur, parce qu'il y Absolument. a énormément, il y a beaucoup de choses à dire, en particulier quand on parle d'Haïti, bien sûr, et aussi on pourrait parler de tout ce qui est la diplomatie régionale, l'usage de la CARICOM, etc. etc. C'est un seul et même schéma, tout ça. Ah, OK. Charles Meurs-Larose, merci beaucoup. Le même Au plaisir plaisir. d'échanger avec toi, ça pourrait être intarissable, mais on veut rester dans une approche très succincte pour permettre aux éditeurs de comprendre très rapidement certains sujets et on revient en détail sur certains aspects, ce que nous ferons lors de prochaines entrevues. Merci Charles Meurs. À très bientôt. Bonne soirée. Allez, bye bye. Bye bye. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous jusqu'à cette présente minute. Le prochain rendez-vous,
dans une semaine, comme toujours, pour continuer d'évoquer des sujets qui vous intéressent. N'oubliez pas de partager, mais aussi de réagir sur notre site. Le professeur Larose se fera un plaisir de vous répondre. Au revoir.